Partir, partir, on a toujours un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Partir, partir, même loin, loin de la région du cœur. N'importe où la peau change de couleur. Partir avant qu'on meure. Partir, partir. Les trains sont bleus quand on y pense. Et les bateaux heureux quand on y danse. Au partir sans rien dire. Partir, partir, oui Julien Clerc, mais un jour il faut aussi savoir rentrer. Et moi je suis très heureuse d'être rentrée de vacances pour vous retrouver pour une nouvelle année de voyage au bout de la nuit. Vous êtes sur D8, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Voilà, j'ai essayé pas mal de canapés un peu partout en France cet été, mais je suis heureuse de retrouver celui-ci, c'est mon préféré. Aujourd'hui, cette nuit, je vais poursuivre la lecture de Germinal de Zola. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je reprends. Il eut un haussement d'épaule désespéré. Il mordit de nouveau dans sa tartine. « Veux-tu boire ?» demanda Catherine qui débouchait sa gourde. « Oh, c'est du café, ça ne te fera pas de mal. » On étouffe quand on avale comme ça. Mais il refusa. C'était bien assez de lui avoir pris la moitié de son pain. Pourtant, elle insistait d'un air de bon cœur. Elle finit par dire « Eh bien, je bois avant toi, puisque tu es si poli. Seulement, tu ne peux plus refuser à présent. Ce serait vilain. » Et elle lui tendit la gourde. Elle s'était relevée sur les deux genoux. Il la voyait tout près de lui, éclairée par les deux lampes. Pourquoi donc l'avait-il trouvée laide? Maintenant qu'elle était noire, la face poudrée de charbon fin, elle lui semblait d'un charme singulier. Dans ce visage, envahi d'ombre, les dents de la bouche trop grande éclataient de blancheur. Les yeux s'élargissaient, luisaient avec un reflet verdâtre, pareils à des yeux de chatte. Une mèche de cheveux roux, qui s'était échappée du béguin, lui chatouillait l'oreille et la faisait rire. Elle ne paraissait plus si jeune. Elle pouvait bien avoir 14 ans tout de même. « Pour te faire plaisir, » dit-il en buvant et en lui rendant la gourde. Elle avala une seconde gorgée, le força à en prendre une aussi, voulant partager, disait-elle, et ce goulot mince qui allait d'une bouche à l'autre les amusait. Lui, brusquement, s'était demandé s'il ne devait pas la saisir dans ses bras pour la baiser sur les lèvres. Elle avait de grosses lèvres d'un rose pâle, avivées par le charbon qui le tourmentait d'une envie croissante. Mais il n'osait pas intimider devant elle, n'ayant eu à Lille que des filles, et de l'espèce la plus basse, ignorant comment on devait s'y prendre avec une ouvrière encore dans sa famille. « Tu dois avoir 14 ans alors ?» demanda-t-il après s'être remis à son pain. Elle s'étonna, se fâcha presque. « Comment 14 ? Mais j'en ai 15 !» « C'est vrai, je ne suis pas grosse, les filles chez nous ne poussent guère vite. » Il continua à la questionner. Elle disait tout, sans effronterie ni honte. Du reste, elle n'ignorait rien de l'homme ni de la femme, bien qu'il la sentît vierge de corps et vierge enfant, retardée dans la maturité de son sexe par le milieu de mauvais air et de fatigue où elle vivait. Quand il revint sur la mouquette pour l'embarrasser, elle conta des histoires épouvantables, la voix paisible, très égayée. Ah, celle-là en faisait de belles. Et comme il désirait savoir si elle-même n'avait pas d'amoureux, elle répondit en plaisantant qu'elle ne voulait pas contrarier sa mère, mais que cela arriverait forcément un jour. Ses épaules s'étaient courbées, elle grelottait un peu dans le froid de ses vêtements trempés de sueur. La mine résignée et douce,
prête à subir les choses et les hommes. C'est qu'on en trouve des amoureux quand on vit tous ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis ça ne fait de mal à personne. On dirait rien au curé. Ah, le curé, je m'en fiche. Mais il y a l'homme noir. Comment l'homme noir? Le vieux mineur qui revient dans la fosse et qui tord le cou aux vilaines filles. Il la regardait, craignant qu'elle ne se moquât de lui. Tu crois à ces bêtises? Tu ne sais donc rien. Si fait, moi je sais lire et écrire. Ça rend service chez nous, car du temps de papa et de maman, on n'apprenait pas. Elle était décidément très gentille. Quand elle aurait fini sa tartine, il la prendrait et la baiserait sur ses grosses lèvres roses. C'était une résolution de timide, une pensée de violence qui étranglait sa voix, ses vêtements de garçon, cette veste et cette culotte sur cette chair de fille l'excitaient et le gênaient. Lui avait avalé sa dernière bouchée. Il but à la gourde, la lui rendit pour qu'elle la vidât. Maintenant, le moment d'agir était venu, et il jetait un coup d'œil inquiet vers les mineurs au fond lorsqu'une ombre boucha la galerie. Depuis un instant, Chaval, debout, les regardait de loin. Il s'avança, s'assura que Maheu ne pouvait le voir, et comme Catherine était restée à terre sur son séant, il l'empoigna par les épaules, lui renversa la tête, lui écrasa la bouche sous un baiser brutal, tranquillement, en affectant de ne pas se préoccuper d'Étienne. Il y avait dans ce baiser une prise de possession, une sorte de décision jalouse. Cependant, la jeune fille s'était révoltée. « Laisse-moi, entends-tu » Il lui maintenait la tête, il la regardait au fond des yeux, ses moustaches et sa barbiche rouge flambaient dans son visage noir, au grand nez en bec d'aigle. Et il la lâcha enfin, et il s'en alla sans dire un mot. Un frisson avait glacé Étienne. C'était stupide d'avoir attendu. Certes, non, à présent il ne l'embrasserait pas, car elle croirait peut-être qu'il voulait faire comme l'autre. Dans sa vanité blessée, il éprouvait un véritable désespoir. « Pourquoi as-tu menti » dit-il à voix basse. « C'est ton amoureux. » « Mais non, je te jure, cria-t-elle, il n'y a pas ça entre nous. Des fois, il veut rire, mais même qu'il n'est pas d'ici, voilà 6 mois qu'il est arrivé au Pas-de-Calais. Qu'il est arrivé du Pas-de-Calais. Tous deux s'étaient levés. On allait se remettre au travail. Quand elle le vit si froid, elle parut chagrine. Sans doute, elle le trouvait plus joli que l'autre. Elle l'aurait préféré, peut-être. L'idée d'une amabilité, d'une consolation la tracassait. Et comme le jeune homme, étonné, examinait sa lampe qui brûlait bleue avec une large collerette pâle, elle tenta au moins de le distraire. « Viens que je te montre quelque chose », murmura-t-elle d'un air de bonne amitié. Lorsqu'elle l'eut mené au fond de la taille, elle lui fit remarquer une crevasse dans la houille. Un léger bouillonnement s'en échappait, un petit bruit pareil à un sifflement d'oiseau. « Mets ta main. Tu sens le vent ? C'est du grisou. » Il resta surpris. Ce n'était que ça, cette terrible chose qui faisait tout sauter. Elle riait, elle disait qu'il y avait beaucoup ce jour-là pour que la flamme des lampes fût si bleue. « Quand vous aurez fini de bavarder, fainéant !» cria la rude voix de Maheu. Catherine et Étienne se hâtèrent de remplir leurs berlines et les poussèrent au plan incliné, l'échine raidie, rampant sous le toit bossué Je vais retrouver mon mot, bien sûr, je me suis déconcentrée. Donc Catherine et Étienne se hâtèrent de remplir leurs berlines et les poussèrent au plan incliné, l'échine raidie, rampant sous le toit bossué de la voie. Dès le second voyage, la sueur les inondait et leurs os craquaient de nouveau. Dans la taille, le travail des haveurs avait repris. Souvent, ils abrégeaient le déjeuner pour ne pas se refroidir. Et leurs briquets, mangés ainsi loin du soleil, avec une voracité muette, leur chargeaient de plomb l'estomac. Allongés sur le flanc, ils tapaient plus fort, ils n'avaient que l'idée fixe de compléter un gros nombre de berlines. Tout disparaissait dans cette rage du gain disputé si rudement.
Ils cessaient de sentir l'eau qui ruisselait et enflait leurs membres, les crampes des attitudes forcées, l'étouffement des ténèbres où ils blêmissaient ainsi que des plantes mises en cave. Pourtant, à mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage, se chauffait de la fumée des lampes, de la pestilence des haleines, de l'asphyxie du grisou, gênant sur les yeux comme des toiles d'araignée et que devait seul balayer l'aérage de la nuit. Eux, au fond de leur trou de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leur poitrine, embrasés, tapaient toujours. Maheu, sans regarder à sa montre, laissée dans sa veste, s'arrêta et dit « Bientôt 1 heure, Zacharie. Est-ce fait ?» Le jeune homme boisait depuis un instant. Au milieu de sa besogne, il était resté sur le dos, les yeux vagues, rêvassant aux parties de crosse qu'il avait fait la veille. Il s'éveilla et il répondit « Oui, oui, ça suffira, on verra demain. » Et il retourna prendre sa place à la taille. Levaque et Chaval, eux aussi, lâchaient la rivelaine. Il y eut un repos. Tous s'essuyaient le visage sur leurs bras nus en regardant la roche du toit dont les masses chiteuses se fendillaient. Ils ne causaient guère que de leur travail. « Encore une chance, murmura Chaval, d'être tombés sur des terres qui déboulent. Ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. » « Des filous, grogna Levaque, ils ne cherchent qu'à nous foutre dedans. » Zacharie se mit à rire. Il se fichait du travail et du reste. Mais ça l'amusait d'entendre empoigner la compagnie. De son air placide, Maheu expliqua que la nature des terrains changeait tous les 20 mètres. Il fallait être juste, on ne pouvait rien prévoir. Puis les deux autres, continuant à déblatérer contre les chefs, il devint inquiet et il regarda autour de lui. « Chut, en voilà assez. »« Tu as raison, dit Levaque, qui baissa également la voix, c'est malsain. » Une obsession des mouchards les hantait, même à cette profondeur, comme si la houille des actionnaires, encore dans la veine, avait eu des oreilles. N'empêche, ajouta très haut Chaval d'un air de défi, que si le cochon de Dansaert me parle sur le ton de l'autre jour, je lui colle une brique dans le ventre. Je ne l'empêche pas, moi, de se payer les blondes qui ont la peau fine. Cette fois, Zacharie éclata. Les amours du maître Porion et de la Pierronne étaient la continuelle plaisanterie de la fosse. Catherine elle-même, appuyée sur sa pelle en bas de la taille, se tint les côtes et mit d'une phrase Étienne au courant, tandis que Maheu se fâchait, pris d'une peur qu'il ne cachait plus. « Hein, tu vas te taire ? Attends d'être tout seul si tu veux qu'il t'arrive du mal. » Il parlait encore lorsqu'un bruit de pas vint de la galerie supérieure. Presque aussitôt, l'ingénieur de la fosse, le petit Négrel, comme les ouvriers le nommaient entre eux, parut en haut de la taille, accompagné de Dansaert, le maître Porion. « Quand je le disais, murmura Maheu, il y en a toujours là qui sortent de la terre. » Paul Négrel, neveu de M. Hennebeau, était un garçon de 26 ans, mince et joli, avec des cheveux frisés et des moustaches brunes. Son nez pointu, ses yeux vifs, lui donnaient un air de furet aimable, d'une intelligence sceptique, qui ne changeait en une autorité cassante dans ses rapports avec les ouvriers. Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon, et pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou. « Nous y sommes, n'est-ce pas ?»« Dansaert, demanda-t-il. Le maître Porion, un Belge à face épaisse au gros nez sensuel, répondit avec une politesse exagérée. « Oui, monsieur Négrel, voici l'homme qu'on a embauché ce matin. » Tous deux s'étaient laissés glisser au milieu de la taille. On fit monter Étienne, l'ingénieur leva sa lampe, le regarda sans le questionner. « C'est bon, dit-il enfin, je n'aime guère qu'on ramasse des inconnus sur les routes. Surtout, ne recommencez pas. » Et il n'écouta point les explications qu'on lui donnait, les nécessités du travail, le désir de remplacer les femmes par des garçons pour le roulage.
il s'était mis à étudier le toit pendant que les haveurs reprenaient leur rivelaine. Tout d'un coup, il s'écria. « Dites donc, Maheu, est-ce que vous vous fichez du monde? Vous allez tous y rester, nom d'un chien. » « Oh, c'est solide, répondit tranquillement l'ouvrier. « Comment solide? Mais la roche tasse déjà, et vous plantez des bois à plus de 2 mètres d'un air de regret. Ah, vous êtes bien tous les mêmes. Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine pour mettre au boisage le temps voulu. Je vous prie de m'étayer ça sur le champ, doubler les bois, entendez-vous » Et devant le mauvais vouloir des mineurs qui discutaient, en disant qu'ils étaient bons juges de leur sécurité, il s'emporta. « Allons donc, quand vous aurez la tête broyée, est-ce que c'est vous qui en supporterez les conséquences? Non, pas du tout. Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions à vous et à vos femmes. Je vous répète qu'on vous connaît. Pour avoir 2 berlines de plus le soir, vous donneriez vos pots. » Maheu, malgré la colère dont il était peu à peu gagné, dit encore posément. « Si l'on nous payait assez, nous boiserions mieux. » L'ingénieur haussa les épaules sans répondre. Il avait achevé de descendre le long de la taille, il conclut seulement d'en bas. « Il vous reste 1 heure. Mettez-vous tous à la besogne et je vous avertis que le chantier a 3 francs d'amende. » Un sourd grognement des haveurs accueillit ces paroles. La force de la hiérarchie les retenait seuls, cette hiérarchie militaire qui, du Galibot au maître Porion, les courbait les uns sous les autres. Chaval et Levaque, pourtant, eurent un geste furieux, tandis que Maheu les modérait du regard et que Zacharie haussait gouailleusement les épaules. Mais Étienne était peut-être le plus frémissant. Depuis qu'il se trouvait au fond de cet enfer, une révolte lente le soulevait. Il regarda Catherine, résignée, l'échine basse. Était-ce possible qu'on se tuât à une si dure besogne dans ces ténèbres mortelles et qu'on n'y gagnât même pas les quelques sous du pain quotidien? Cependant, Négrel s'en allait avec Dansaert, qui s'était contenté d'approuver d'un mouvement continu de la tête. Et leurs voix de nouveau s'élevèrent. Ils venaient de s'arrêter encore, ils examinaient le boisage de la galerie, dont les haveurs avaient l'entretien sur une longueur de 10 mètres en arrière de la taille. « Quand je vous dis qu'ils se fichent du monde !» criait l'ingénieur. « Et vous, nom d'un chien, vous ne surveillez donc pas ?»« Mais si, balbutiait le maître Porion. « On est là de leur répéter les choses. » Négrel appela violemment. « Maheu !» Tous descendirent, ils continuaient. « Voyez ça, est-ce que ça tient? C'est bâti comme 4 sous. Voilà un chapeau que les moutons ne portent déjà plus, tellement on l'a posé à la hâte. Pardi, je comprends que le raccommodage nous coûte si cher, n'est-ce pas? Pourvu que ça dure tant que vous en avez la responsabilité. Et puis tout casse, et la compagnie est forcée d'avoir une armée de raccommodeurs. Regardez un peu là-bas, c'est un vrai massacre. » Chaval voulut parler, mais il le fit taire. « Non, je sais ce que vous allez dire encore, qu'on vous paie davantage, hein? Eh bien, je vous préviens que vous forcerez la direction à faire une chose. Oui, on vous paiera le boisage à part, et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnerez. En attendant, reboisez-moi ça tout de suite, je passerai demain. » Et dans le saisissement causé par sa menace, il s'éloigna. Dansaert, si humble devant lui, resta en arrière quelques secondes pour dire brutalement aux ouvriers « Vous me faites empoigner, vous autres. Ce n'est pas 3 francs d'amende que je vous flanquerai, moi. Prenez garde. » Alors, quand il fut parti, Maheu éclata à son tour. « Nom de Dieu, ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Moi, j'aime qu'on soit calme parce que c'est la seule façon de s'entendre. Mais à la fin, il vous rendrait enragé. Avez-vous entendu? La berline baissée et le boisage à part? Encore une façon de nous payer moins. Nom de Dieu, nom de Dieu. » Il cherchait quelqu'un sur qui tomber lorsqu'il aperçut Catherine et Étienne, les bras ballants. « Voulez-vous bien me donner des bois? Est-ce que ça vous regarde? Je vais vous allonger mon pied quelque part. » Étienne alla se charger sans rancune de cette rudesse, si furieux lui-même contre les chefs qu'il trouvait les mineurs trop bon enfant. Du reste, Levaque et Chaval s'étaient soulagés en gros mots. Tous, même Zacharie,
boisait rageusement. Pendant près d'une demi-heure, on n'entendit que le craquement des bois. Calé à coups de masse, il n'ouvrait plus la bouche, il soufflait, s'exaspérait contre la roche qu'ils auraient bousculée et remonté d'un renforcement d'épaule s'ils l'avaient pu. « En voilà assez, dit enfin Maheu, brisé de colère et de fatigue. 1 heure et demie. Une propre journée, nous n'aurons pas 50 sous. Je m'en vais, ça me dégoûte. » Bien qu'il y eût encore une demi-heure de travail, il se rhabilla. Les autres l'imitèrent. La vue seule de la taille les jetait hors d'eux. Comme la herscheuse s'était remise au roulage, ils appelèrent en s'irritant de son zèle. Si le charbon avait des pieds, il sortirait tout seul. Et les 6, leurs outils sous le bras, partirent, ayant à refaire les 2 kilomètres, retournant au puits par la route du matin. Dans la cheminée, Catherine et Étienne s'attardèrent, tandis que les haveurs glissaient jusqu'en bas. C'était une rencontre. La petite Lydie, arrêtée au milieu d'une voie pour les laisser passer, et qui leur racontait une disparition de la mouquette, prise d'un tel saignement de nez que depuis 1 heure, elle était allée se tremper la figure quelque part, on ne savait où. Puis, quand ils la quittèrent, l'enfant poussa de nouveau sa berline, éreintée, boueuse, raidissant ses bras et ses jambes d'insecte, pareille à une maigre fourmi noire en lutte avec un fardeau trop lourd. Eux dévalaient sur le dos, aplatissaient leurs épaules de peur de s'arracher la peau du front, et ils filaient si raides le long de la roche polie, par tous les derrières des chantiers qu'ils devaient de temps à autre se retenir au bois pour que leurs fesses ne prissent pas feu, disait-il en plaisantant. En bas, ils se trouvèrent seuls. Des étoiles rouges disparaissaient au loin à un coude de la galerie. Leur gaieté tomba, ils se mirent en marche d'un pas lourd de fatigue. Elle devant, lui derrière. Les lampes charbonnaient. Il la voyait à peine, noyée d'une sorte de brouillard fumeux. Et l'idée qu'elle était une fille lui causait un malaise, parce qu'il se sentait bête de ne pas l'embrasser, et que le souvenir de l'autre l'en empêchait. Assurément, elle lui avait menti. L'autre était son amant. Ils couchaient ensemble sur tous les tas d'escaillage, car elle avait déjà le déhanchement d'une gueuse. Sans raison, il la boudait, comme si elle l'eût trompé. Et elle, pourtant, à chaque minute, se tournait, l'avertissait d'un obstacle, semblait l'inviter à être aimable. On était si perdus, on aurait si bien pu rire en bons amis. Enfin, ils débouchèrent dans la galerie de roulage. Ce fut pour lui un soulagement à l'indécision dont il souffrait, tandis qu'elle, une dernière fois, eut un regard attristé. Le regret d'un homme qu'il ne retrouverait plus. Maintenant, autour d'eux, la vie souterraine grondait, avec le continuel passage des porions, le va-et-vient des trains emportés au trot des chevaux. Sans cesse, des lampes étoilaient la nuit. Ils devaient s'effacer contre la roche, laisser la vie à des ombres d'hommes et des bêtes dont ils recevaient l'haleine au visage. Jeanlin, courant pieds nus derrière son train, leur cria une méchanceté qu'ils n'entendirent pas. Dans le tonnerre des roues, ils allaient toujours, elle silencieuse à présent, lui ne reconnaissant pas les carrefours ni les rues du matin, s'imaginant qu'elle le perdait de plus en plus sous la terre. Et ce dont il souffrait surtout, c'était du froid, un froid grandissant qu'il avait pris au sortir de la taille et qui le faisait grelotter davantage. À mesure qu'il se rapprochait du puits, entre les muraillements étroits, la colonne d'air soufflait de nouveau en tempête. Il désespérait d'arriver jamais, lorsque brusquement, ils se trouvèrent dans la salle de l'accrochage. Voilà, c'est tout pour cette première partie de Germinal de Zola. J'espère que ça vous plaît. Oui, il y a des gens qui ont un travail bien plus pénible que de lire sur un canapé. J'ai de la chance. Je vous embrasse tous. À tout de suite.